Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 20 janvier. Les planteurs de canne sont toujours mobilisés. Souvenez-vous, ils ont mené une opération escargot hier en cause la convention Cannes 2016-2022 qui devait être initialement signée hier entre l'État et l'Iguacan. Les planteurs de canne aimeraient modifier cette convention sur 8 points. Ils étaient reçus d'ailleurs hier en fin d'après-midi par la DAF aux Abîmes. On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Le rendez-vous était fixé à 7 h ce matin par l'intersyndicale JA, FDSEA, UPG, CR au vélodrome Amédée Détro. Objectif, organiser une opération escargot. C'est aujourd'hui que la convention Cannes 2016-2022 aurait dû être signée entre l'État et l'Iguacan. Un document dont plusieurs passages ne sont pas acceptés par l'intersyndicale. En l'état, il serait plus favorable aux usiniers qu'aux planteurs, selon eux. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur la convention telle qu'elle est. On a des modifications à revoir avec l'Iguacan et l'État. Et aujourd'hui, on demande à voir l'Iguacan et l'État pour pouvoir demander à faire ce changement de convention en faveur des planteurs. Si l'intersyndicale devait être reçue aujourd'hui à la DAF avec les autres acteurs de la filière, c'était pour une réunion explicative. Le rendez-vous était fixé à 15 h. L'opération escargot a pris le départ à 11 h pour s'y rendre. Sur place, les protagonistes tardent à tomber d'accord sur le nombre de personnes issues des syndicats pouvant assister à la réunion. Le ton monte. Finalement, un accord est trouvé. La réunion peut enfin commencer. Une rencontre qui semblait se dérouler dans de bonnes conditions finalement. Alors les choses avancent puisque jusqu'à présent, nous avons revisité cette convention article par article. Donc on n'a pas eu jusqu'alors des points d'achoppement. Donc nous sommes actuellement sur la modulation de l'aide qui posait problème. Donc nous sommes en train de revoir les tableaux qui nous a motivés pour pouvoir retenir une modulation. Donc c'est sur ce point que nous sommes actuellement. Mais j'ai bon espoir que nous aurons satisfaction d'ici 1 heure pour pouvoir revoir toute la convention et arriver à un accord qui satisfait les deux parties. L'intersyndicale a choisi quant à elle de se montrer prudente. Elle a refusé de se prononcer avant d'avoir consulté sa base. Et si tout le monde se met d'accord, la convention pourrait être signée ce vendredi à Basse-Terre. On vous en parle depuis quelques jours sur Alizé. En visite samedi à Marie-Galante, le président de région Harry Chalus a évoqué le manque de fonds pour les contrats de développement durable territoriaux, les fameux C2DT. Qu'en est-il réellement ? Karine Gelman s'est penchée sur la question. Le C2DT avant et après Victorin Lurel, fleuron des 6 derniers mois de la présidence sortante. 31 C2DT, 31 contrats de développement durable territoriaux ont été signés avec les maires des communes. Seul irréductible à ne pas avoir signé le contrat, le président entrant, Harry Chalus, auparavant maire de Bémao. Ces contrats initiés par la région sont des programmes cofinancés par les communes et la région sur 5 ans. Pour le financement, les communes sont tenues d'apporter 20% et la région 80%. Celles-ci peuvent faire appel à des financements tels que des fonds européens ou des prêts. Une démarche somme toute normale, d'autant qu'avant la signature, elles doivent obtenir des autorisations de programme. Il y a 2 étapes, d'ailleurs prévues par la loi. La première, le conseil régional doit prendre une délibération qui lui donne des autorisations de programme permettant au président du conseil régional de signer ces contrats de développement durable territoriaux. Après, les collectivités doivent également prendre une délibération dans laquelle elles s'engagent à apporter leur participation. Une fois les fonds débloqués et les sommes avancées des deux côtés, les projets pourront commencer. La signature de la région engage la région. Et il est normal que dans la mesure où les programmes sont pluriannuels, ils ne sont pas dans le budget, ça c'est technique, c'est normal. Et lorsque leur projet arrivera à maturité, lorsqu'ils seront prêts, lorsqu'ils auront leur autofinancement, alors ils doivent interpeller la région et c'est alors là qu'on verra
si oui ou non la région est capable de mettre le financement prévu en face de l'investissement. Mais pour l'instant, à part quelques angoisses politiciennes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Toutefois, bémol. Et le gros problème de ces contrats, et j'ai donc eu l'occasion de le dire, c'est que les communes se sont engagées parce qu'ils avaient des projets, bien sûr, à moyen et long terme à réaliser, mais les financements des communes deviennent de plus en plus exsangues. Et vous savez comme moi qu'il semble que en tout cas ceux de la région, les moyens financiers de la région, soit également quelque peu exsangue. La nouvelle présidence pourra toujours revoir le dossier en faisant appel aux intercommunalités. Et je pense qu'il y aura possibilité de renégocier, mais beaucoup plus avec l'intercommunalité qui a davantage de moyens financiers que chaque commune individuellement, dont on sait de toute façon qu'elle n'aurait pas, pour la plupart, sont en situation exsangue, ils n'ont pas les moyens financiers, ne serait-ce que d'honorer leurs 20%. N'importe comment, avant toute spéculation, un audit doit être mené afin de déterminer si oui ou non les moyens financiers existent. La direction Haïti à présent qui est secouée par plusieurs manifestations depuis hier à 5 jours du second tour de l'élection présidentielle. Les opposants ont bloqué les rues dans la capitale Port-au-Prince. Ils demandent l'annulation du processus électoral. On rappelle que lundi, le candidat de l'opposition, Jude Célestin, avait déclaré qu'il ne participera pas au second tour des élections présidentielles. Et on va rester dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce midi à Grenade, aux Bahamas, mais tout de suite direction le Panama, où les journalistes subissent une forte pression. Voici la Minute Caraïbe. Panama. Les journalistes de Panama City ont signalé qu'ils font l'objet de pression par des hauts fonctionnaires du gouvernement pour éviter d'écrire des articles au sujet de corruption massive dans le pays. Il leur a été fortement recommandé de ne pas faire état du puissant crime organisé qui pèse sur presque tous les aspects de la structure financière du pays et des ramifications avec le Moyen-Orient et même avec la Syrie. Les journalistes ont été mis en garde contre les conséquences personnelles qu'ils pourraient subir. Les investisseurs potentiels au Panama et les banquiers qui envisagent une participation financière dans le boom de la construction qui se développe dans le pays ont été avertis que toute information locale qui affecte directement l'évaluation du niveau du risque du Panama ne peut pas refléter la véritable image de l'économie et la capacité du gouvernement à fonctionner à des niveaux acceptables. En outre, et toujours selon le gouvernement, tout article qui ferait état d'un système judiciaire corrompu et dysfonctionnel doit être minimisé et ne serait pas utile à la bonne exécution des projets au Panama. Bahamas. Le ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Fred Mitchell, a révélé vendredi que les États-Unis ont une politique étrangère parfois agressive et intrusive. Il encourage les responsables américains à travailler en partenariat et dans la confidentialité sur les dossiers qui touchent les Bahamas pour éviter qu'ils ne soient connus du grand public. Le ministre est revenu sur le récent avertissement délivré par l'ambassade des États-Unis à Nassau qui déconseille aux Américains vivant ou voyageant aux Bahamas de contracter avec les opérateurs de jet-ski suite aux différentes affaires de viol qui touchent cette profession. Jeudi dernier, la chargée d'affaires américaine Liza Johnson invitait le gouvernement bahaméen à mieux réglementer l'industrie des sports d'eau avant que l'ambassade ne lève son interdiction sur les opérateurs de jet-ski. Suite à ces affaires criminelles, la police bahaméenne a lancé de nouvelles patrouilles de jet-ski pour effectuer des contrôles sur les côtes de l'archipel. Grenade. Grenade vient de conclure un partenariat avec l'Allemagne pour une coopération internationale visant à établir des communautés autonomes à travers la permaculture, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques et des modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants. John Stallmeyer, le directeur des Caraïbes de Permaculture Consultant, précise qu'il souhaite mettre en place un modèle où la permaculture sera enseignée afin que toute personne puisse acquérir des compétences et les partager. Naba Francis, responsable technique à l'Agence allemande de coopération internationale, a déclaré que l'agriculture grenadienne bénéficiera de nouvelles stratégies pour faire face au changement climatique. Le secteur de l'agriculture a été identifié comme l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique. Une nouvelle ferme bioclimatique résiliente au changement climatique est attendue pour la fin de l'année.
Retour en Guadeloupe avec la 26e édition du prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde. Cet événement littéraire aura lieu vendredi soir au Memorial Act. Chaque année, ce prix récompense une œuvre littéraire créolophone ou francophone au terme d'une semaine culturelle animée de rencontres, de lectures, de débats ou encore d'expositions. Muriel Barlagne nous donne plus de détails. Le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde en est à sa 26e édition. Depuis 1990, le jury est le même. 10 personnes, présidées par Ernest Pépin, avec une tâche délicate, celle de sélectionner des œuvres de réflexion ou de fiction illustrant la richesse de l'identité caribéenne, mais qui témoignent aussi du processus de créolisation tel que le décrivait l'auteur martiniquais Édouard Glissant. En fonction de notre fondateur Édouard Glissant, qui avait une idée précise de la Caraïbe, du tout-monde, et qui pensait qu'il y avait des interrelations, des manifestations qui soudaient les îles, qui étaient leur solidarité et leur diversité. Donc c'est en fonction de cela que nous lisons les œuvres, pour voir dans chaque texte, en fonction de ses thématiques, et également de son écriture, également de sa poétique, puisque Glissant aimait le mot de poétique, en quoi cela reflète la complexité et la diversité de la Caraïbe. Une dizaine d'œuvres éditées en 2015 ont été sélectionnées cette année. Depuis 2009, le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde tente à élargir son horizon. Nous allons essayer peut-être de travailler un peu plus sur les œuvres en traduction, des œuvres de la Caraïbe, donc des œuvres qui ont d'abord été écrites soit en anglais, soit en espagnol, et qui donc ont été traduites en français. Donc je pense que ça, c'est ça la nouvelle orientation, cette ouverture au monde. Il est possible que nous allions l'an prochain, donc c'est pas encore défini, mais nous avons la perspective en tout cas de faire un prix Carbet dans le sud des États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Le prix sera remis ce vendredi lors d'une cérémonie qui sera organisée au Memorial Act, un lieu symbolique qui a été inspiré entre autres par Édouard Glissant. Lorsque l'on voit ces racines d'argent sur cette boîte noire, on pense bien évidemment au rideau, mais à cette manière d'être non pas racine unique, mais bien racine multiple. C'est une manière de le traduire en architecture, c'est une réalité dans la pensée d'Édouard Glissant, et c'est donc pour nous une chose très naturelle et très heureuse que la 26e édition du prix Carbet soit en Guadeloupe et que le Memorial Act puisse l'accueillir. Le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde, ce sont aussi des rencontres entre les membres du jury et des lycéens, une soirée littéraire avec Simone Schwarzbart et la projection d'un film. Le programme détaillé est à découvrir sur le site internet de l'Institut du Tout-Monde. Et la remise des prix aura donc lieu ce vendredi soir au Memorial Act. Vous en avez peut-être entendu parler, plusieurs actrices noires et acteurs noirs américains ont décidé de boycotter la cérémonie des Oscars qui doit se tenir le 28 février à Los Angeles et qui récompense les meilleurs films de l'année écoulée. Cette année, aucun Afro-Américain n'a été sélectionné pour les Oscars, ce qui a provoqué des remous chez plusieurs stars comme Spike Lee ou encore Jada Pinkett, la femme de Will Smith. Le président du Memorial Act, Jacques Martial, avait soulevé sur notre plateau il y a plusieurs mois cette question à l'échelon national. Je vous propose justement d'écouter sa réaction par rapport aux Oscars. Je suis très, très surpris et très déçu. J'espère que les États-Unis ne se mettent pas à ressembler à ce qui se passe en France, c'est-à-dire à la négation de la diversité des talents, y compris et de ceux qui représentent cette diversité culturelle. Jusqu'à présent, les États-Unis et cette cérémonie, les artistes américains, les acteurs américains ont inspiré et continuent d'inspirer toute une partie du monde. Et il est très important de leur reconnaître les talents qui sont les leurs et au plus haut niveau. J'espère que c'est une erreur, simplement une erreur et non pas le signe d'un retour à des temps obscurs.
On va parler de carnaval maintenant, l'esprit du carnaval, notamment du groupe Guadom All Star, l'esprit du groupe Guadom All Star qui s'expose jusqu'au 10 février au Centre culturel Rémy Ninsuta à Pointe-à-Pitre. Des costumes, des décors, des photos ou encore des instruments. Visite guidée en compagnie d'Éric Pommier. Réussir son exposition, Betty Gouffran, membre actif du groupe Guadom All Star, n'a que ça en tête. Et donc dans l'après-midi, passage obligé à Rémy Ninsuta pour peaufiner les détails avec l'aide de quelques amis et surtout exposer tous les ingrédients qui font la beauté du groupe. C'est très important parce que ça nous permet de faire connaître le groupe qui n'est pas suffisamment connu puisqu'on n'a que 5 ans d'existence, donc c'est vraiment très important. Ici, le public pourra y admirer toute l'âme de Guadom All Star, dont l'effectif est d'une centaine de sympathisants. Outre les instruments ou les photos de différents défilés, ce sont les costumes en plumes et paillettes qui tiendront la vedette. Du bleu plein les yeux pour rappeler l'emblématique logo du groupe à caisse claire. Guadom All Star vous invite dans l'intimité de son art, unique en son genre. On veut montrer notre travail, l'importance du travail bien fait et du travail soigné, parce qu'on s'y attache beaucoup. Et on veut aussi que les gens sachent qu'on existe. Et puis s'il y a des nouveaux adhérents, ça nous fera plaisir aussi. Seulement 5 ans et déjà une notoriété. Deuxième au Gosival l'an dernier, prix spécial à Tradition à Sainte-Anne, prix spécial du jury à Moule en Folie. Guadom All Star veut marquer de son empreinte cette année 2016. C'est grâce au talent des musiciens parce qu'on a une bonne base musicale. Et on a un bon costumier et le président aussi qui travaille vraiment dur à la création des costumes. Guadom All Star à découvrir jusqu'au 10 février, vernissage au programme dès vendredi. Bonne nouvelle, point d'interrogation sera de la partie dans la salle opposée. Rémy Ninsuta au rythme du carnaval, une initiative de la ville de Pointe-à-Pitre inscrite dans les journées du patrimoine. Information pratique à présent, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Alors tout d'abord à Port-Louis, des travaux de raccordement sont effectués depuis ce matin dans le bourg. Des travaux qui doivent durer 3 jours. Conséquence, tous les jours jusqu'à vendredi, l'eau sera coupée jusqu'en fin d'après-midi. Au Moule maintenant, en raison du lavage de réservoirs, la distribution de l'eau potable est interrompue dans les zones de Damancourt, zone de Desvarieux, du Rival, du Thau, Hauteur de Néron, l'Oranger, la Baie, la Croix, la Plante ou encore Sainte-Marguerite. Même chose pour les zones de Verré-Plat et Pavillon à Petit Canal. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Et puis à Bémao, une intervention sur une unité de production a eu lieu à 10h ce matin. Conséquence des perturbations, voire des manques d'eau se font sentir dans les secteurs de Bel-Air, Budan, Calvaire, Castelbon, Chantilly, Dacia, Dorville, Dupuis, L'Official et Honche. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Le recteur d'académie de Guadeloupe, Camille Galap, réunissait la presse aujourd'hui en fin de matinée. Il a notamment évoqué la répartition des moyens pour la rentrée 2016. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Max Cyril. On a une vraie chance dans cette académie d'avoir des entreprises partenaires pour différentes opérations. Et dans le secteur de l'aéronautique, c'est vrai que ça suscite souvent de l'intérêt des jeunes parce qu'ils veulent se projeter pilote de ligne ou ingénieur météo. Et le fait d'avoir ce partenariat, ça nous permet aussi de mettre un pied directement dans l'entreprise pour nos élèves, pour nos enseignants. Et puis mieux connaître l'entreprise, c'est un sujet sur lequel nous pouvons avancer, faire avancer le système éducatif, puisque dans le cadre du continuum qui va du collège jusqu'à l'enseignement supérieur, le fait qu'un jeune puisse se projeter quelques années plus tard dans le cadre de son parcours de formation, mais aussi dans son parcours d'insertion professionnelle, c'est quelque chose de vraiment remarquable. Alors il y a plusieurs choses en fait. C'est d'abord on va leur permettre de découvrir l'ensemble des métiers de l'aéronautique au travers à la fois d'interventions, mais aussi de stages. Donc nous allons travailler à proposer des stages en fait à ces élèves, pas seulement Corsair, mais aussi en intégrant tous les partenaires que nous avons sur la plateforme aéroportuaire, pour leur faire découvrir l'ensemble des différents métiers qui peuvent se passer aussi à l'aéroport et pas seulement dans la compagnie. Vous
en êtes bien sûr rendu compte, il y a eu une petite inversion dans les sujets. Camille Galap, le recteur de Guadeloupe, que l'on entendra ce soir dans notre édition de 19h, il évoquait donc en fin de matinée la répartition des moyens pour la rentrée 2016. On va passer maintenant à vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Alors comme vous allez le voir sur cette carte, on va avoir un ciel bien dégagé avec un beau soleil pour tout le monde. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, une météo plus détaillée de notre région. Et puis, ce sera Petit secret entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.